Anwar al-Awlaki était une figure controversée dont le parcours l'a mené d'imam né aux États-Unis officiant dans des mosquées américaines à un propagandiste de premier plan en langue anglaise pour la violence djihadiste. Né en 1971 à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, il était initialement considéré comme un orateur charismatique parmi les jeunes musulmans anglophones. Après son déménagement au Yémen, sa rhétorique a évolué vers l'extrémisme violent, s'alignant avec Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Par ses conférences, en ligne et ses écrits, il a inspiré des publics mondiaux et favorisé une radicalisation décentralisée. Tué lors d'une frappe de drone américaine en 2011 à Al-Awlaki, reste une figure controversée, reflétant à la fois son évolution personnelle et le paysage changeant de l'extrémisme à l'ère numérique. Bienvenue sur Wars of the World, où nous explorons le prédicateur américain ayant radicalisé une génération. Al-Awlaki est né le 21 avril 1971 à Las Cruces, au Nouveau-Mexique, alors que son père, Nasser Al-Awlaki, poursuivait des études supérieures aux États-Unis. Sa naissance aux États-Unis lui a donné la citoyenneté, détail important plus tard dans sa vie. Cependant, son identité a été façonnée par bien plus que sa nationalité. Lorsqu'il était jeune, sa famille a déménagé au Yémen, où il a passé une grande partie de son enfance. Les années 1970 et 1980 ont été des années tumultueuses pour le Yémen, marquées par des changements politiques et la montée du conservatisme religieux. Dans ce contexte, il a assimilé la langue arabe et les traditions islamiques, influencées par la position de son père au sein de l'élite instruite du Yémen. Adolescent, Al-Awlaki est retourné aux États-Unis et a fréquenté l'école, s'inscrivant finalement à Colorado State University au début des années 1990 pour étudier le génie civil. Pendant cette période, il s'est impliqué dans les cercles religieux du campus, notamment à l'Association des étudiants musulmans, où il a dirigé les prières et donné des conférences. Cela lui a permis de valoriser ses talents d'orateur et son intérêt pour l'érudition religieuse. Bien qu'il semblait suivre une voie classique, des questions ont surgi sur les détails de son parcours académique. Au moment où il a terminé ses études, Al-Awlaki s'est retrouvé à l'intersection de deux mondes. Citoyen américain doté d'une éducation occidentale, profondément enraciné dans la culture yéménite et la tradition islamique. Cette perspective unique allait plus tard façonner son style de communication influent et la trajectoire de sa vie. En 2000, de Sanwar, Al-Awlaki a quitté les États-Unis en raison d'une surveillance accrue des autorités après les attentats du 11 septembre. Bien qu'il n'ait pas été inculpé d'un crime, les enquêtes sur ses relations ont rendu sa situation précaire. Il s'est d'abord rendu au Royaume-Uni, où ses conférences ont pris un ton plus politique, axé sur les conflits dans les régions musulmanes et la critique des politiques étrangères occidentales. Plus tard cette année-là, il s'est installé au Yémen, le pays d'origine de sa famille, qui faisait face à une instabilité interne et à la pression des États-Unis pour lutter contre l'extrémisme. En 2006, les autorités yéménites l'ont arrêté, soupçonné de liens avec des activités militantes, et l'ont emprisonné pendant environ 18 mois sans procès formel. On pense que cette expérience a approfondi ses ressentiments et contribué à un changement idéologique. Après sa libération en 2007, il est passé du statut d'imam de mosquée à celui d'une voix plus indépendante. Ses sermons et écrits décrivaient de plus en plus les événements mondiaux comme un conflit entre l'islam et l'Occident et justifiaient ouvertement la violence contre des cibles occidentales. En 2009, il s'était aligné avec Al-Qaïda dans la péninsule arabique, AQPA, où sa maîtrise de l'anglais et sa compréhension culturelle faisaient de lui un communicateur efficace. Il produisait des documents pour les publics occidentaux, les incitant à voir les conflits mondiaux de façon personnelle et influençant des personnes qui n'auraient pas rejoint de groupes organisés autrement. Dans l'ensemble, Al-Awlaki est passé de leader communautaire à une figure importante de la propagande extrémiste, préparant ainsi le terrain pour son influence mondiale à la fin de la décennie. De tels moments ne font souvent qu'effleurer le sujet.
La guerre contre le terrorisme est bien plus complexe que ce qu'une seule vidéo peut expliquer. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à utiliser Audible. Il propose des livres audio complets qui explorent en profondeur les stratégies impliquées dans les guerres et les décisions de lutte contre le terrorisme, offrant un regard plus approfondi sur ce qui se passait réellement en coulisses. Obtenez un livre d'audio gratuit et un essai de 30 jours via le lien ci-dessous. Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de la lutte contre le terrorisme, n'hésitez pas à aller voir, c'est le premier lien dans la description. À la fin des années 2000, Al-Awlaki était entré dans une phase de sa vie qui allait définir de manière significative son impact mondial. N'étant plus limité aux mosquées ou aux communautés physiques, il évoluait désormais dans un espace qui transcendait la géographie, Internet. Ce changement n'était pas anodin, il était au cœur de son influence. Il s'est imposé comme une figure pionnière du djihadisme qui comprenait la puissance des médias numériques pour diffuser son message et recruter. Contrairement aux idéologues précédents limités par les barrières linguistiques, il communiquait couramment en anglais, ce qui résonnait auprès des publics occidentaux, en particulier des jeunes à la recherche d'identité ou de but. Ses premières conférences sur l'histoire islamique et la vie des prophètes ont largement circulé en ligne, attirant des auditeurs auparavant non exposés aux idées extrémistes. Avec le temps, son contenu est devenu plus radical, mêlant des récits religieux à des messages politiques qui orientèrent le public vers des conclusions extrémistes. L'influence d'Al-Awlaki se voyait dans son lien avec des attaques réelles. Nidal Hassan, responsable de la fusillade de Fort Hood, a communiqué avec lui avant l'attaque, tandis qu'Oumar Farouk Abdul Muttalab, lié à l'attentat manqué contre le vol 253 de Northwest Airlines, était également associé à lui. Son influence s'est étendue à travers le magazine en anglais d'Akupa, Inspire, qui combinait des essais idéologiques avec des conseils pratiques encourageant les attaques menées par des loups solitaires, des actes individuels inspirés par l'idéologie plutôt que dirigés par la hiérarchie. Cela a marqué une évolution majeure dans la stratégie des extrémistes. Les conférences et écrits d'Al-Awlaki figuraient souvent dans le parcours des personnes radicalisées en Occident. Son influence indirecte la rendait difficile à contrer. Il offrait un cadre d'interprétation que chacun pouvait adopter seul. Il est finalement devenu plus qu'un propagandiste. Il servait de pont entre les cultures, utilisant les médias modernes pour transmettre un message susceptible de passer des plateformes en ligne à la violence dans le monde réel. Son héritage illustre comment, à l'ère numérique, l'influence peut s'exercer sans frontières, enracinée dans des idées qui se répandent à travers un monde en réseau. À la fin des années 2000, Al-Awlaki était devenu une figure importante dans les efforts antiterroristes des États-Unis, passant d'une personne préoccupante à un membre opérationnel actif d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Sa capacité à communiquer efficacement avec des publics anglophones et à relier la propagande à l'action le distinguait des autres individus au sein du réseau. Dans une décision controversée, le gouvernement américain a inscrit Al-Awlaki sur une liste de personnes visées pour élimination ciblée. Une mesure compliquée par son statut de citoyen américain. Normalement, le respect des garanties procédurales exige que des charges soient retenues et qu'un procès ait lieu avant d'ôter la vie à quelqu'un. Cependant, le gouvernement a soutenu que le conflit armé avec Al-Qaïda justifiait un cadre juridique différent. Cette décision, prise sous l'administration de Barack Obama, illustrait un changement dans la stratégie de lutte contre le terrorisme, privilégiant les frappes ciblées plutôt que la capture et la poursuite judiciaire. L'inscription d'Al-Awlaki sur la liste rendue publique en 2010 a suscité des contestations juridiques d'organisations de défense des libertés civiles représentant son père. Ils affirmaient que ces actions violaient les protections constitutionnelles faute de contrôle judiciaire. Les tribunaux ont rejeté l'affaire pour des raisons de procédure, laissant des questions constitutionnelles sans réponse. Une justification juridique classifiée a été élaborée pour cibler Al-Awlaki, affirmant qu'il représentait une menace imminente et qu'il était impossible de le capturer. La définition de l'imminence est controversée, car elle inclut désormais la participation continue à la planification d'attaques. Le débat public s'est intensifié à mesure que des détails ont émergé concernant ses liens avec des complots, comme celui du vol Northwest Airlines et la fusillade de Fort Hood. Les critiques ont exigé plus de responsabilité, tandis que les partisans voyaient dans ces liens la preuve d'un danger clair et imminent. Malgré les efforts pour le localiser dans des zones reculées du Yémen, capturer Al-Awlaki s'est avéré être un défi majeur, ce qui a conduit à un recours accru aux frappes de drones.
Il est devenu l'emblème d'une nouvelle forme de menace mêlant idéologie et influence opérationnelle, et il est devenu un point central dans les discussions sur l'équilibre entre la sécurité nationale et l'état de droit. En fin de compte, la décision de le cibler a soulevé des questions fondamentales sur la citoyenneté et le pouvoir exécutif qui continuent de résonner aujourd'hui. En 2011, la recherche d'al-Awlaki s'était déplacée vers les régions reculées et montagneuses du nord du Yémen, où le contrôle du gouvernement était limité, permettant à des groupes militants comme Al-Qaïda dans la péninsule arabique d'opérer avec une relative liberté. Le relief montagneux et la complexité tribale rendaient les opérations militaires classiques difficiles et risquées. Les planificateurs américains ont donc davantage recours à la surveillance aérienne et aux frappes de drones. Aux premières heures du 30 septembre, cette stratégie a abouti à une opération majeure. Une frappe de drone américaine a visé un convoi traversant la province d'Al-Jaouf. Parmi les personnes tuées lors de la frappe se trouvait al-Awlaki ainsi que Samir Khan, un autre citoyen américain et rédacteur en chef du magazine en anglais Dakap Inspire. L'opération menée par la CIA et le commandement conjoint des opérations spéciales illustre l'intégration croissante des efforts américains contre le terrorisme. La frappe contre al-Awlaki a résulté de plusieurs années de collecte de renseignements et de délibérations juridiques. Contrairement aux engagements militaires classiques, c'était une élimination ciblée basée sur une analyse approfondie de son rôle de propagandiste dangereux de la QPA. Les responsables américains ont qualifié l'opération de succès, éliminant une cible clé ayant échappé à la capture. Le président Barack Obama a reconnu publiquement l'implication d'al-Awlaki dans la planification d'attaques contre des Américains. Cependant, sa mort a suscité des inquiétudes concernant son statut de citoyen américain, déclenchant un débat sur les garanties procédurales et l'autorité de l'exécutif. Les critiques ont soutenu que cette frappe établissait un précédent inquiétant, tandis que les partisans ont affirmé que le contexte justifiait cette action. Quelques semaines plus tard, le 14 octobre, une frappe de drone américaine au Yémen a tué Abdelrahman al-Awlaki, le fils d'Anwar, âgé de 16 ans, qui n'avait aucun lien avec la QPA. Bien que les responsables aient dit qu'il n'était pas visé, sa mort a amplifié les critiques sur la campagne de drones, soulignant les problèmes de victimes civiles et de responsabilité. Ces événements ont marqué un tournant dans la guerre par drone, illustrant les capacités américaines antiterroristes en zone isolée. Bien que la mort d'Anwar al-Awlaki ait mis fin à son influence directe, ses conférences et écrits ont continué à circuler en ligne, laissant un héritage d'idées non résolues qui ne pouvaient pas être éliminées de la même manière que leurs sources. Les enquêtes sur des actes violents dans divers pays occidentaux ont fréquemment révélé son influence, car des individus consommaient ces contenus dans le cadre de leur processus d'autoradicalisation. Al-Awlaki a promu un modèle décentralisé de violence à travers son travail avec Al-Qaïda. Son style de communication persuasif, combiné à ses origines américaines, a trouvé un écho chez de nombreuses personnes, rendant son message convaincant. Son héritage soulève des questions complexes sur la lutte contre le terrorisme et les implications du ciblage d'un citoyen américain. La mort de son fils a encore compliqué la perception des coûts humains de la guerre à distance. L'histoire d'al-Awlaki illustre une mutation des modes d'influence à l'ère numérique, illustrant comment la communication moderne peut amplifier les idées extrémistes. Son récit souligne la résilience du contenu en ligne et démontre que l'impact de personnalités comme lui dépasse leur présence physique, influençant les discussions sur la radicalisation bien après leur mort.